Partout dans le monde, les actes terroristes d'extrême droite se sont multipliés, comme à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Clear that this can now only be described as a terrorist attack. From what we know, it does appear to have been well planned. 2 explosive devices attached to suspects' vehicles have now been found and they have been disarmed. Speed start. After 3-4 minutes, we heard, the firing, and it was from the main entrance of the building. And then everybody just run to the back doors just to save themselves. First, we hide behind the cars and under the cars, and then when we see that firing is still on, we try to jump the fence. Ou même lors de l'invasion du Capitole aux États-Unis, où l'on remarque qu'un certain nombre de théoriciens français constituent une base idéologique à ces crimes. Ce sont des habitués des actions coup de poing comme celle-ci, une bannière du mouvement Black Lives Matter brûlée au sol. Ils se font appeler les Proud Boys, une organisation d'extrême droite créée en 2016 en réponse à une supposée montée du sentiment anti-occidental et anti-homme. Dans ses rangs, des suprémacistes blancs misogynes contre les immigrés et adeptes des armes à feu et de l'action violente. Ils fonctionnent comme une milice et apportent un soutien indéfectible à Donald Trump. Eux sont de tous les meetings de Donald Trump, les membres de QAnon, une mouvance complotiste qui a vu le jour en 2017. Ces militants, comme les Proud Boys, s'organisent essentiellement sur les réseaux sociaux. Au cœur de la théorie conspirationniste, une Amérique contrôlée secrètement par une cabale et dont le sauveur n'est autre que le milliardaire républicain. Des militants radicaux comme ceux qui ont fait irruption dans le Capitole pour perturber la certification de la victoire de Joe Biden. Parmi eux, cet homme, une figure du mouvement QAnon, tatoué d'un signe néo-nazi. D'autres partisans de Trump arborent sans complexe le Dixie Flag, le drapeau des Confédérés, symbole de la suprématie blanche et esclavagiste. Les services de renseignement et chercheurs en matière de terrorisme considèrent que le terrorisme d'extrême droite est la principale menace en Europe pour les années à venir, et les médias annoncent régulièrement que des groupuscules violents ont dû être dissous par le renseignement intérieur. Les islamistes n'ont pas le monopole du terrorisme. Bien d'autres mouvements politiques ont recouru à ce type de violence politique, que ce soit les séparatistes régionalistes, que ce soit les mouvements révolutionnaires ou que ce soit les gouvernements d'extrême droite ou les gouvernements autoritaires. Le terrorisme islamiste et les différents courants Al-Qaïda, Daesh, les Shebab ont pris une telle place depuis 2001 dans le débat public, à travers les relations internationales, que les journalistes évidemment sont tentés d'amalgamer islamisme et terrorisme. Cet amalgame sert aussi bien les islamistes que les mouvements d'extrême droite, considérer que tout islamiste est un terroriste, tout terroriste est un islamiste, c'est ultimement faire penser que tout musulman peut devenir un terroriste, et on a vu les méfaits de cet amalgame durant la crise des migrants en 2015 et en 2016, où tout migrant a été assimilé à un musulman, tout musulman a été assimilé à un islamiste, et donc ultimement à un élément violent et dangereux.
C'est effectivement l'effet que recherchent les islamistes, dresser une partie de la population contre une autre partie de la population, faire penser à une entité nationale que toute une partie de la population constitue une cinquième colonne potentiellement violente et faire croire à cette minorité qu'elle va être discriminée, qu'elle va être ciblée dans des contre-attentats. Les attentats d'extrême droite ont tendance à se multiplier et surtout, bien plus grave, ont tendance à faire de plus en plus de victimes. Depuis les attentats en Norvège en 2011, au nom des valeurs européennes et de la défense de l'Europe par Breivik, des imitateurs se sont révélés dans le monde occidental, notamment en Nouvelle-Zélande à Christchurch en 2019 et en Allemagne récemment. C'est ce qui est le plus inquiétant. Plus 300% d'attentats motivés ou invoquant des idéaux d'extrême droite pour justifier leur violence, c'est vraiment la tendance qui me semble la plus préoccupante actuellement. Notre région n'est pas épargnée. Le 25 mars 2019, une tête de cochon a été retrouvée sur le site de construction de la mosquée de Bergerac. Et les murs étaient badigeonnés de sang de porc. Ils sont venus spontanément découvrir l'ampleur des dégâts. C'est triste de voir la haine qu'ils ont les gens. Donc voilà, et nous on demande juste une grande mosquée pour que tout le monde puisse être accueilli, quoi. Des traces de sang sur les murs et une tête de cochon enlevée depuis. La construction de la mosquée dans ce quartier résidentiel de Bergerac avait fait l'objet de nombreux recours de la part d'opposants. On peut aussi entendre et comprendre certaines personnes qu'elles soient réticentes à ce projet. Voilà, donc il y a eu des recours qui ont été faits en justice. Donc la justice a tranché, donc on a de faveur. Donc à partir de là, quand on voit ce genre de dégradation, c'est vrai que ça reste assez difficile à accepter, quoi. En mairie, on dénonce un acte lamentable et monsieur le maire fait le lien avec une campagne d'affichage datant du week-end dernier. C'est une campagne qui, d'une certaine façon, appelle à la haine religieuse. Je dirais, là aussi, il y a des dérapages qui sont de plus en plus inacceptables entre petits groupuscules d'extrême droite. Et je dis, ça peut pas continuer comme ça. C'est la raison pour laquelle nous portons plainte et nous constituons partie civile sur les dégradations qui ont été faites sur le chantier. Le 28 octobre suivant, un terroriste d'extrême droite, ancien candidat du Front National au départemental de 2015, blessé 2 personnes par balle à la sortie de la mosquée de Bayonne, après avoir tenté de la brûler. Les victimes sont âgées de 74 et 78 ans, des fidèles de la mosquée de Bayonne, grièvement blessés par balle. Il est 15h25, un peu avant la prière de l'après-midi, les 2 hommes aperçoivent un individu bidon d'essence à la main, voulant incendier la porte de l'édifice religieux. Ils s'interposent, mais l'homme riposte par des tirs, puis met le feu à une voiture voisine. L'individu prend la fuite, il est interpellé, son véhicule est identifié par des témoins. Il est interpellé devant son domicile par un équipage de la brigade anticriminalité de Bayonne qui s'était dépêché immédiatement sur les lieux. À peine 5 minutes plus tard, l'interpellation est musclée. L'homme résiste, il dit posséder des armes et des grenades. Pour lever les doutes, le déminage est envoyé sur place. Le tireur présumé est un vieux monsieur, Claude Cinquet, 84 ans. Placé en garde à vue, il reconnaît les faits. Ses motivations ne sont pas encore connues. Mais selon nos confrères de Sud-Ouest, il aurait fait parvenir il y a quelques jours une lettre rageuse au journal et au procureur de Dax, dans laquelle il entendait porter plainte contre Emmanuel Macron. Inconnu des services de police, Claude Cinquet était toutefois réputé dans son quartier pour ses propos racistes et xénophobes. En 2015, il s'était présenté aux élections départementales sous l'étiquette Front National. Dans un communiqué, le parti, devenu Rassemblement National, explique avoir écarté Claude Cinquet de sa fédération pour avoir tenu des propos jugés contraires à l'esprit du parti. Une mise à distance qui ne convainc pas ce représentant du culte musulman. Nous avons exprimé à plusieurs reprises la grande inquiétude des musulmans de France qui se voyaient stigmatisés dans leurs pratiques religieuses. Mais nous voyons qu'à chaque fois, les provocations, les attaques viennent des extrêmes. Et il y a une instrumentalisation de la peur de l'islam par rapport auprès de nos compatriotes, et ceci peut faire basculer certains dans des actes irréparables. Nous voyons actuellement
la présence de l'extrême droite se renforçait dans les rues bordelaises et aquitaines. L'Action française et d'autres groupuscules fascisants y ont multiplié les happenings et les tractages. On a vu également la Manif pour tous déployer des mobilisations encore en 2020 et en 2021. Aujourd'hui, des mairies gérées par le Front National s'attaquent aussi aux associations qui viennent en aide aux migrants, mais aussi à toutes les associations de solidarité comme le Secours populaire. Le groupuscule Génération Identitaire, aujourd'hui dissous, c'est arroger le droit de monter une opération à grand budget pour repousser des exilés dans les Alpes et les renvoyer en Italie dans le grand froid et la neige. Troisième jour de tension dans les Alpes depuis que samedi, des militants d'extrême droite ont bloqué un col très emprunté par les migrants pour passer d'Italie en France. Des renforts ont été envoyés sur place par le ministre de l'Intérieur. Le point sur la situation avec Claire Colnet, Audrey Richier et Virgilie Hadot. Une banderole géante, No Way, où on ne passe pas, et des grillages pour matérialiser la frontière franco-italienne. À 1760 mètres d'altitude, opération communication ce samedi pour ces membres du mouvement d'extrême droite Génération Identitaire. Ils entendent bloquer les migrants, nombreux à tenter ici le passage entre l'Italie et la France. On a décidé aujourd'hui, nous, jeunes mouvements politiques de jeunesse, de rassembler nos forces et de montrer au pouvoir public qu'avec un petit peu de volonté et des moyens quand même relativement sommaires, eh bien, il est possible de reprendre le contrôle de nos frontières. Le groupe a même affrété 2 hélicoptères pour survoler la zone et repérer, disent-ils, d'éventuels migrants. Après 24 heures de campement, ils finissent par quitter les lieux hier à la mi-journée, escortés par les gendarmes. Une opération intolérable pour les militants pro-migrants qui ripostent aussitôt. 200 manifestants quittent l'Italie à pied et traversent la frontière à travers les pistes. Arrivés en France, ils forcent un barrage de gendarmerie. Ils dénoncent une provocation de l'extrême droite. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Ces gens-là, ils étaient là pour prôner des valeurs de haine, de non-respect des droits fondamentaux des êtres humains, de violence. Ça nous semble particulièrement inquiétant. Depuis 1 an, le col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes est un point de passage de plus en plus fréquenté entre la France et l'Italie. L'an dernier, la préfecture a recensé 1900 migrants refoulés. Pour rejoindre la France, ils marchent 30 km à travers les montagnes, souvent dans des conditions extrêmes et de nuit. Certains habitants tentent de les aider. Venez, on a à manger, on a du thé là. Et dénoncent une urgence humanitaire. Plus largement, dans tous les pays où accèdent au pouvoir les gouvernements inspirés par l'extrême droite, les inégalités s'aggravent encore plus. Les dividendes des actionnaires sont préservés, voire largement augmentés. Les services publics sont réduits au profit du développement du privé. L'éducation sélective se développe. Les droits des femmes et des minorités sont niés et les inégalités et la violence sociale grandissent. J'en ai plus beaucoup. Le climat politique est pollué par des fantasmes de guerre civile menés par l'extrême droite. Des militaires rédigent des tribunes factieuses publiées par Valeurs Actuelles le jour anniversaire du putsch des généraux durant la guerre d'Algérie. Mais également, c'est un fait sans précédent, le ministre de l'Intérieur manifeste avec des policiers devant l'Assemblée nationale pour faire pression sur la justice. Le mélange des genres entre juges et policiers, c'est le lot des régimes totalitaires. La police, donc les syndicats de policiers avaient appelé à une manifestation mercredi après l'assassinat du brigadier Éric Masson à Avignon. Mercredi, devant l'Assemblée nationale, vous savez, les symboles sont tout de même évocateurs. C'est pas tous les jours que des policiers vont faire pression sur le législateur. C'est assez rare. On va voir les mots d'ordre qui étaient là, qui posent beaucoup de problèmes. Mais ce qui avait aussi d'intéressant dans cette manifestation, c'est les gens qui étaient là. C'était très divers. En général, une manifestation réunit des gens qui, idéologiquement, se ressemblent un peu, se connaissent et se côtoient. Là, il y avait des gens qui, à mon avis, ne se côtoient pas souvent. Alors, par exemple, on a noté le communiste Fabien Roussel, qui dirige le Parti communiste, aux côtés de Yannick Jadot, l'écologiste. C'est le seul écologiste, d'ailleurs. Bon, jusque-là, ça va. Et il y avait aussi Jean-Marie Bigard. Et ces trois-là, on ne peut pas dire qu'ils se soient souvent retrouvés ensemble. Éric Zemmour était là, Philippe de Villiers était là, Jean Messia,
un transfuge, un ex du Rassemblement national, tellement particulier que même Marine Le Pen n'a pas voulu le garder. Jean Lassalle, je crois qu'on l'a juste oui, on vient là. de le voir. Et puis Olivier Faure et Anne Hidalgo. Vous voyez, Anne Hidalgo et Éric Zemmour dans la même manif, c'est pas tous les jours non plus. Bon, donc voilà, c'était quand même une manif particulière. Et il y avait aussi, devant l'Assemblée nationale, avec les manifestants, on n'avait jamais vu ça, au moins depuis 1958, avant, je sais pas, j'étais pas né, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, avec les manifestants, pour faire un peu pression sur les députés, parce que la loi pénale n'est pas jugée assez sévère. C'est extraordinaire d'entendre ça. Qu'a dit Gérald Darmanin aux manifestants? Il est juste passé au début. On l'écoute. Vous nous aider, monsieur le ministre, ne vous inquiétez pas, je suis là pour ça. On compte sur vous, hein. Je sais. C'est dur. C'est mon signe de respect, viens vous voir, je sais que c'est très difficile. Le boulot, on l'a au cœur, ce boulot. Et c'est important pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève, tous les soirs quand je me couche, je pense à vous. J'ai été élu d'une ville populaire où on sait que c'est grâce aux policiers que ça tient. Donc n'ayez aucun doute sur le soutien que je vous porte. C'est très difficile d'être policier. On a besoin des policiers, on a besoin pour notre vie quotidienne, c'est évident. Est-ce que pour autant les policiers et leurs représentants peuvent dire des choses aussi terribles, presque horribles que celles que l'on a entendues? Écoutez, le secrétaire national du syndicat Alliance, c'est le premier syndicat de policiers. On l'écoute. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs. Le problème de la police, c'est la justice! Je pense que la police a d'autres problèmes que la justice. Et est-ce qu'on peut admettre, en France, que des syndicats de policiers, donc des syndicats d'une institution importante, fassent huer le ministre de la Justice, comme l'a fait le secrétaire national du syndicat Alliance? Que penser du message du garde des Sceaux? Écoutez bien, le garde des Sceaux qui déclare: ce ministre de la Justice qui déclare « Je suis le ministre des prisonniers ». Tout ça est assez inquiétant, scandaleux, mais bon, scandaleux tout le monde s'en fout, mais inquiétant pour la suite. Enfin, quoi, les policiers auraient tous les droits maintenant, celui de faire la justice, de dire la politique, et ils sont soutenus par le ministre de l'Intérieur. Je vous propose d'écouter Olivier Faure, le secrétaire national du Parti Socialiste. Ce qu'il a dit, personne ne l'avait jamais dit avant, et personne ne le dira jamais après. La réalité, c'est qu'il faut que la police puisse avoir, non pas le sentiment d'être dépossédée, comme c'est le cas aujourd'hui, des peines qui sont ensuite administrées aux prévenus, aux condamnés, mais qu'elle puisse suivre, continuer à avoir un avis sur la question. Enfin, si les policiers doivent donner leur avis sur les jugements, voilà. Quel regard porte le sociologue sur cette manifestation d'une institution fondamentale de la République? Sur la dérive du Parti Socialiste, rien. Après, sur effectivement l'émotion après l'assassinat d'Éric Masson, on peut le comprendre. Oui, bien sûr. C'est un jeune homme, il a un contrôle de hashish ordinaire, il se trouve que pour une raison qui nous échappe, un crétin lui a tiré dessus. Donc, bon, il s'est fait attraper, c'est une excellente nouvelle, et c'est normal qu'il police. Après, l'opposition police-justice, vous pourriez trouver des manifs il y a 30 ans où ils criaient déjà contre le ministère de la Justice. C'est pas complètement nouveau. Après, c'est vrai que l'État souvent confond autorité et sécurité, et qu'on est un des rares pays où la police est autant nationale. Alors qu'en fait, la sécurité est d'abord un problème local. Puisqu'il n'y a pas là aussi des problèmes d'organisation très forts, et puis le fait que l'État finance mal, paye mal ses enseignants, ses soignants et ses policiers. À un moment, on paye mal les gens, quelque part ils ne sont pas respectés, parce que les policiers, regardez le nombre d'heures supplémentaires qu'ils n'ont pas touché depuis des années, c'est des sommes énormes. D'un mot, le rapport des Français à leur police, est-ce que ce qu'on voit depuis quelques mois, quelques années, depuis le mouvement des Gilets jaunes, pour le dire vite, c'est nouveau ou est-ce que ça a déjà eu lieu? Il faut être extrêmement précis là-dessus, et je pense que la France doit se poser des questions, parce qu'il y a des pays d'Europe où les prisons sont vides. Donc ce n'est pas les sociétés modernes qui génèrent de la délinquance, c'est un type de société française qui, sur ces questions, regardez ce qu'ils ont fait, j'arrête, là où ils ont la mort de George Floyd, ils ont fait quoi? Ils ont diminué les crédits de la police, mais augmenté les crédits des travailleurs sociaux. Donc si vous voulez, c'est tout ça en même temps, vous discutez avec des policiers, vous le dites, mais mettez plus d'éducateurs, on aura moins de travail. En France, on a supprimé les éducateurs, on a arrêté de financer les associations, et on voudrait que ça se passe bien, c'est pas possible. Le gouvernement s'adonne aux méthodes démagogues du RN, adepte de la polémique. D'abord, M. Darmanin, puis les ministres de l'Enseignement supérieur et de l'Éducation nationale, mais pas uniquement. Les attaques contre la gauche, initialement le fait du Rassemblement national, sont maintenant une discipline privilégiée de certains ministres.
Le dit ministre s'est d'ailleurs illustré en rédigeant avec une fierté déconcertante un projet de loi liberticide, soi-disant pour renforcer les principes de la République, tellement fier qu'il reproche à Marine Le Pen d'être trop molle. Et j'en reviens à votre livre parce que je l'ai lu avec beaucoup d'attention. Et objectivement, à part quelques incohérences dont on aura peut-être l'occasion de parler plus tard, mais j'aurais pu le signer. Vous décrivez là l'islamisme de manière extrêmement claire. Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Je vous trouve, faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là. Vous êtes prête, si je comprends bien, à ne même pas légiférer sur les cultes et vous dites que l'islam n'est même pas un problème. Vous êtes parti assez loin, ça va décevoir beaucoup de vos électeurs, j'imagine, ce soir. Pardon, mais on a le sentiment que vous dites et que vous pensez la même chose. Madame Le Pen ne nomme pas l'ennemi. Et je trouve qu'en effet, vous êtes plus molle que nous pouvons l'être. Vous regrettez qu'elle soit molle? Je comprends pas bien. Disons que je crois que dans son souci non, mais c'est pas Marine Le Pen. Mais je dis simplement que Madame Le Pen, là, je la sens un peu branlante, là, un peu molle sur les questions. Prenez des décisions fortes qui touchent les cultes, Madame Le Pen. J'ai une question peut-être avant de répondre, parce que vous avez fait un long dégagement. Est-ce que vous voterez ce texte? Ça dépendra de ce qui se passera ce soir, Monsieur Darmanin. Parce qu'il y a des articles qui vont dans le bon sens. Il faut être objectif. Et moi, honnêtement, je souhaite l'être. Probablement, je serai amené à voter cette loi, même si, encore une fois, elle ne va pas du tout assez loin que ce que j'espérais. C'est l'article 19, la haine en ligne, et l'article 18, c'est l'article 10, Samuel Paty. Vous êtes d'accord avec ça? Tout cela a été, encore une fois, voté par les députés du Rassemblement national. Non. Vous avez dit, il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que M. Darmanin, dans son livre, cite M. Keppel et nous dit quelque chose de très important. Je vous demande de l'écouter. Il n'y a pas que vous qui l'avez lu, vous inquiétez pas. Vous l'avez lu, donc vous aussi. J'ai même lu moi aussi, également, c'est ça. Il faut travailler pour le prochain débat présidentiel parce que vous serez encore de juger approximatif. Ah donc vous la voyez déjà au deuxième tour. Si jamais c'est le cas. Beaucoup, mais vous savez, il y a le premier tour. Il y a le premier tour, vous savez, Madame Le Pen. On avait vu Merci le débat. de votre confiance. C'est avec la même fierté qu'il a décidé d'intimider Audrey Pulvar par une plainte au nom du ministère de l'Intérieur, suivie par Madame Schiappa, qui a désigné l'émotion internationale du mouvement Black Lives Matter quantifique. C'est avec le même aplomb que M. Darmanin a souhaité mettre fin à la présomption de minorité pour les mineurs étrangers non accompagnés. La liberté de la presse, la liberté de se réunir sont remises en cause, des mesures d'exception s'accumulent, et maintenant, on veut poursuivre des opposants pour délit d'opinion. Le gouvernement n'a jamais mis en pratique la lutte contre les discriminations raciales, le racisme dans la police ou les violences policières. Bien au contraire, quels que soient les discours du président de la République, qui promettait l'égalité des chances lors de sa campagne présidentielle. Chaque citoyen, quel que soit le lieu où il vit, le milieu d'où il vient, doit pouvoir construire sa vie par son travail, par son mérite. Combien encore d'enfants de France sont discriminés pour leur couleur de peau, leur nom? Combien de portes fermées à de jeunes femmes, de jeunes hommes parce qu'ils n'avaient pas les bons codes, n'étaient pas nés au bon endroit? L'égalité des chances n'est pas encore effective aujourd'hui dans notre République. C'est pourquoi elle est plus que jamais une priorité de ce quinquennat. Nous irons plus loin, plus fort dans les semaines à venir pour que la promesse républicaine soit tenue dans le concret des vies. Les défis posés par la pandémie de Covid nous ont montré le besoin d'être ensemble, de faire société, dans une République belle de ses valeurs d'égalité et de fraternité, de sa diversité et de sa complexité, mais le discours majoritaire se nourrit des divisions qu'il engendre. Il est temps que des forces sociales et politiques se remobilisent ensemble et opposent à cette dérive mortifère un bloc déterminé à redonner vie aux principes démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité. La liberté contre la loi sécurité globale et la loi séparatisme, pour leur abrogation, pour le retrait des projets de loi renseignement et terrorisme, pour le droit de manifester, pour le respect du droit d'expression. D'égalité, pour une fiscalité sur les plus riches, pour une augmentation des salaires des derniers de cordée, contre la précarité, pour en finir avec les contre-réformes
comme celle des retraites. De fraternité, arrêt de la chasse aux migrants, arrêt des expulsions, sanctions contre le racisme, l'antisémitisme. Ouais. Ah, ils ont choisi un bon... Ouais, bah écoute, ils ont dû faire ça la nuit où il avait tant plu. Ils ont choisi un bon matériel. La nuit de la tempête. Ah oui, ça s'en va tout seul. Ah bah écoute... C'est bien. Je suis évidemment très choquée, d'une part par la profanation en soi des tombes d'un cimetière. Le respect dû aux morts, ça remonte à la plus haute préhistoire, c'est en soi choquant. D'autre part, l'utilisation du symbole nazi qu'est la croix gammée me choque d'autant plus que Fontainebleau a connu beaucoup de victimes du nazisme. La stigmatisation des musulmanes et des musulmans et l'arrêt des discriminations aux minorités de genre et d'orientation sexuelle. C'est pourquoi nous réaffirmons la nécessité de nous opposer au capitalisme ultralibéral qui aggrave les inégalités et légitime le discours d'extrême droite. Nous vous appelons à l'unité contre les fascismes, pour une société d'égalité, de fraternité, pour le vivre ensemble, pour la liberté et de la démocratie, qui concrétise enfin notre désir d'alternative économique, démocratique, sociale, écologique et féministe, à même de renouer avec l'espoir d'une société plus juste et plus égalitaire. En d'autres temps, la riposte contre l'extrême droite a été le ciment d'une union des forces populaires puis de la résistance. C'est là le jeu des jours et des semaines qui nous attendent. À toutes les dérives, vers la droite extrême, nous opposons un rassemblement des forces populaires. Ce combat commence aujourd'hui avec cette marche pour les libertés et les suivantes. Tous ensemble contre les idéologies mortifères et racistes et xénophobes. Tous ensemble pour en finir avec les lois et les mesures liberticides. Tous ensemble pour la défense des libertés.